Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 5 mars et à la une de ce journal, 3 mois après son arrivée à Mayotte, le procureur de la République a accepté d'évoquer le bilan de l'activité de la justice en 2020. Il a également abordé plusieurs sujets entre le rôle d'un procureur, le niveau de la délinquance ou encore la justice face aux mineurs à Mayotte. Une interview qui s'est voulue sans langue de bois, au cours de laquelle Yann Le Briss a défendu le travail des personnels de justice tout en reconnaissant les améliorations possibles. Au montage, Leslie Vumenet. Souvent pointés du doigt à Mayotte, les procureurs ont un rôle méconnu. Ce matin, le nouveau chef du parquet de Mamoudzou a d'abord rappelé le pouvoir d'un procureur qui différencie de celui d'un juge. Le procureur propose au juge un dossier qu'il a porté pour qu'il puisse le juger, et à l'occasion de l'audience, le procureur va faire une proposition de peine au juge. Le juge, quand il prend sa décision, il doit toujours veiller à un équilibre des intérêts dans sa décision, entre l'intérêt de la société que représente le procureur, l'intérêt de la victime, qui est présente à l'audience le plus souvent ou qui est représentée par un avocat, et puis l'intérêt aussi du prévenu, qui fait partie de la société, même s'il a commis une infraction, et qui, à terme, même s'il est condamné, y compris à de la prison ferme, va revenir dans la société, et donc le juge doit aussi tenir compte de cet intérêt. Et c'est toute la difficulté de la prise de décision par le juge, c'est de tenir compte de ces trois intérêts pour trouver une peine qui lui semble équilibrée. À l'instar des victimes ou des accusés, le procureur peut faire appel d'une décision de justice. En moyenne, le parquet enregistre 10 000 procédures par an pour seulement 6 personnes à même de les traiter. Un chiffre qui tend à augmenter au rythme d'une délinquance que le procureur considère comme sous-évaluée. La réalité, sur les 2 dernières années, c'est qu'on a statistiquement une augmentation de la délinquance cumulée sur 2 ans qui, à mon sens, est de l'ordre de 20%. Et ce chiffre-là, c'est un chiffre qui est en deçà de la réalité. Parce qu'on a une part importante de la population qui ne va pas déposer plainte. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez des gens qui sont en situation irrégulière, qui n'osent pas aller déposer plainte parce qu'elles ont peur d'être expulsées. Parce que sociologiquement et culturellement, il y a aussi des gens qui ne veulent pas aller dans les services de police et de gendarmerie. Il y a l'obstacle de la langue, il y a différents paramètres. Et puis, c'est un vrai sujet. Il y a aussi le sentiment que la justice, elle n'est pas en mesure d'apporter une réponse et que peut-être la vengeance est une... ou l'auto-justice peut être une réponse plus efficace que la réponse judiciaire. Tous ces éléments font qu'à mon sens, la délinquance réelle est très au-delà de la délinquance constatée. Yann Le Briss ne voulait pas faire de la langue de bois ce matin. Le procureur sait que la justice à Mayotte possède une marge de progression. Il souhaite d'ailleurs renforcer les procédures rapides car bien souvent, faute d'adressage, les accusés ne sont jamais inquiétés. En gros, on a 4000 procédures qui sont des procédures dites affaires poursuivables. C'est-à-dire des procédures pour lesquelles on a un auteur identifié et une infraction vraiment caractérisée. Il y en a 6000 que vous classez ? Il y en a 6000 qui sont classés à peu près. D'accord. Voilà. Mais je suis obligé de les classer. Parce que quoi ? Parce que j'ai pas... ça ne vaut pas la peine ou est-ce que vous... Pour l'essentiel, c'est parce que j'ai pas d'auteur identifié. J'ai un taux de résolution. Une plainte contre X, vous n'avez pas l'auteur, vous êtes dans la rue, quelqu'un vous vole votre téléphone, les services de police ou de gendarmerie font une enquête, ils trouvent pas le voleur. La procédure m'arrive, je suis obligé de la classer auteur inconnu. C'est pas parce que ça c'est énorme quand même. Oui, mais on a un taux de résolution de 40%, et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire quelle était la structuration du contentieux, parce que cette structuration-là explique le taux de résolution qui est aussi un taux de résolution faible. Le procureur est également revenu sur le rôle des mineurs dans la délinquance. Aujourd'hui, 800 mineurs sont suivis par les juges des enfants à Mayotte. Un chiffre en augmentation, mais la problématique n'est pas propre au seul 101e département. Vous avez plus de 50% de la population, ou quasiment 50% de la population à Mayotte, qui a moins de 20 ans. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, 50% des actes de délinquance sont commis par des gens de moins de 20 ans ? Non, ce n'est pas le cas. Vous avez, parmi les faits constatés, un peu moins de 30% des faits qui sont commis par des mineurs ou des gens qui ont moins de 20 ans. Ça veut dire que concrètement, si on regarde les chiffres de manière brute, que vous avez 70% des actes de délinquance qui sont commis, non pas
pas par des mineurs, mais par des majeurs. Voilà, c'est déjà un premier élément de réponse sur la réalité de cette délinquance des mineurs qu'on évoque et qui n'est pas un phénomène qui se limite à Mayotte. Donc je ne suis pas confronté en arrivant ici à un phénomène nouveau qui me désarçonne. Donc j'en suis, je crois, à mon 8e ou 9e parquet. Ça fait la 9e juridiction dans laquelle j'entends de manière récurrente que la justice est impuissante face à la délinquance des mineurs. Avec 10 000 faits constatés en une année à Mayotte pour 200 places à Magicavo, la justice doit s'adapter, même si le procureur assure que la justice reste ferme avec un taux d'adaptation des peines inférieur à Mayotte par rapport au reste du territoire national. 3 mois après son arrivée sur le territoire, le nouveau procureur a annoncé que la justice communiquerait davantage afin notamment de faire taire des critiques qui ne sont pas toujours justifiées. Nous vous en parlions hier, la distribution des bons alimentaires pour les plus démunis se met en place progressivement, mais son démarrage aura été difficile, la faute à une polémique autour de cette aide humanitaire qui ne profiterait pas aux Mahorais. Un faux débat pour la préfecture qui affirme que les distributions de bons sont désormais bien lancées et qu'elles bénéficient aussi bien aux Mahorais qu'aux étrangers. Écoutons à ce propos le sous-préfet Jérôme Millet au micro d'Ivan Rakotovaou. En France, on ne doit pas mourir de faim et donc ce n'est pas quelques dizaines d'euros donnés à quelques personnes qui sont réellement dans le besoin qui vont créer un appel d'air. Quelle que soit sa situation, mahorais ou non mahorais, dès lors qu'on est dans le besoin, on fait l'objet d'une aide sous la forme de bons alimentaires. Et donc ce sont les personnes qui bénéficient d'un revenu égal ou inférieur à 500 € par mois qui peuvent en bénéficier. Évidemment, ce critère est évolutif en fonction de la composition familiale. La distribution de bons alimentaires atteint désormais son rythme de croisière. Elle se fait par le CCS dès lors que les communes ont souhaité conventionner avec la préfecture. C'est le cas d'une demi-douzaine de communes. Dans les autres communes, c'est le secteur associatif qui procède à ces distributions de bons alimentaires. Aujourd'hui, c'est plus de 13 000 foyers et plus de 65 000 personnes qui ont bénéficié de cette aide. Et je vous propose d'ouvrir une page santé maintenant. Ils ont décollé hier en début de soirée. 4 malades du Covid-19 hospitalisés à La Réunion ont été évacués vers la métropole. Une grande première qui a mobilisé un Boeing 787 de la compagnie Aerostral qui a été entièrement médicalisé afin d'accueillir dans les meilleures conditions les patients en réanimation. Nos confrères d'Antenne Réunion ont pu monter à bord de l'appareil pour suivre les derniers préparatifs à quelques heures du décollage. Le récit d'Ivan Rakotovaou. C'est un véritable hôpital volant. Un Boeing 787 entièrement médicalisé, compartimenté pour transporter dans les meilleures conditions des malades atteints du Covid-19. Le principe était de zoner l'avion en 3 parties. Nous sommes passés par la partie verte à l'avant. Ensuite, on a un sas d'habillage et de déshabillage pour les équipements de protection vestimentaire et qu'on appelle la zone orange. Et là, nous sommes en zone rouge où il y aura les patients Covidés. Dans cette zone rouge, 4 civières ont été installées sur 3 rangées de fauteuils chacun. À côté, plusieurs centaines de kilos de matériel ont été embarqués avec des outils en double, voire en triple, par un personnel soignant qui ne laisse rien au hasard. Là, vous êtes devant une civière de patients qui est équipée de tout le système ventilatoire, le système de surveillance paramétrique et tout ce qui permet aussi de le soulager si besoin. Et bien sûr, il y a des équipements de protection pour le personnel. Tout ce matériel-là va partir vers l'hôpital pour conditionner les ambulances et ils reviendront avec les patients à l'intérieur de ce matelas coquille. 4 patients exactement seront installés dans l'avion. Hospitalisés en réanimation à La Réunion, ils doivent être transférés en urgence vers des hôpitaux de métropole. Leur situation est jugée suffisamment stable pour supporter ce vol hors norme de plus de 11 heures. Alors c'est une opération exceptionnelle de par le volume de patients transportés. 4, ça peut paraître peu. 4, c'est 2 fois plus que ce qu'on fait au maximum habituellement. Et puis ce sont quand même 4 malades de réanimation, 4 malades graves qu'il va falloir transporter, donc avec du personnel médical, du personnel paramédical, des infirmiers, infirmières, avec du matériel aussi, du matériel de réanimation. Ce vol est la première évacuation sanitaire de patients Covid de La Réunion vers la métropole. Elle a été décidée en urgence pour éviter la saturation des services de réanimation de l'île où le taux d'occupation atteint 90%.
Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le dispositif Move Outre-mer ou encore la mise en place de marchés en cette période de confinement. Au montage, Leslie Vumenet. Move Outre-mer, c'est le nom d'un dispositif développé par le ministère des Outre-mer et l'Agence française de développement à destination des projets ultramarins portant sur le domaine de l'environnement. Ce programme d'accompagnement de projets ou d'idées vise à accélérer le processus de transition dans les territoires ultramarins. Cette formation régionale certifiée de 4 mois consiste surtout en de l'e-learning entrecoupé de 2 séminaires d'une semaine chacun en présentiel. Visant zéro carbone, déchets, polluants, exclusion et vulnérabilité, le dispositif se déploiera dans tous les Outre-mer. Mayotte en fait naturellement partie. Avec 3 heures par semaine en moyenne, les projets environnementaux pourront être développés sur le long terme. Les candidatures pour participer à ce programme sont déjà ouvertes et le seront jusqu'au 10 avril. En proie à une famine sans précédent en raison de l'absence de pluie depuis 2 ans, les régions du sud de Madagascar voient enfin des précipitations tomber sur leurs terres. Selon les prévisionnistes, la pluie va continuer de tomber dans les jours et semaines à venir. Néanmoins, l'opération Kéré pour venir en aide aux familles du Sud n'est pas terminée et risque de se poursuivre encore des semaines. Et les habitants du Sud sont loin d'être sortis d'affaires, car ces pluies inattendues ont pris de court beaucoup d'agriculteurs qui n'avaient pas de semences à leur disposition. Certains ont été contraints de vendre le peu de biens qui leur restaient pour acheter des graines et des boutures. Par ailleurs, la construction de puits est toujours en cours un peu partout dans le Sud. Autre préoccupation majeure, ces pluies orageuses, parfois torrentielles, risquent d'emporter le sol arable des champs et de compromettre d'éventuelles futures récoltes. Avec le confinement, les marchés officiels à Mayotte sont fermés. Restent les étals sur le bord des routes, mais les consommateurs n'ont aucun contrôle sur la qualité de ce qu'ils vont consommer. De leur côté, les agriculteurs ont des difficultés pour écouler leurs produits. Les écoles, les restaurants et les marchés sont fermés. L'offre ne rencontre plus la demande, c'est la raison qui a poussé la CAPAM à agir. La Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs en organisant des marchés respectueux des distanciations sociales et des gestes barrières. 3 marchés ont ainsi été mis en place le samedi matin de 8h à 13h au rond-point de Passamainti et de 8h à 12h30 au lycée agricole de Coconi. À partir du 7 mars, un 3e marché sera opérationnel le dimanche matin à Chirongui de 7h à midi sur le parking du centre culturel. D'autres communes sont sur les rangs pour en ouvrir dans les prochains jours. Après les inondations survenues à Akwa le 23 mars dernier et les conséquences dramatiques qui s'en sont suivies, les Mahorais se sont mobilisés en masse afin d'aider les sinistrés à sortir la tête de l'eau. Une récolte de dons a ainsi été lancée envers les victimes afin qu'elles puissent se reconstruire. La distribution de ces donations se poursuivait aujourd'hui et dans la commune et certains faits n'auront pas été du goût de tout le monde. Retour sur cette journée dans ce reportage signé Jaïdi Maoulida. La distribution des dons envers les victimes des inondations se poursuit à Akwa. Vêtements, électroménagers, denrées alimentaires, toute l'île a fait preuve de solidarité envers les sinistrés. Zeima est l'une d'entre elles et elle apprécie la mobilisation des Mahorais. Je viens voir si je peux avoir quelques trucs pour mes enfants. Il y avait des rideaux, des rideaux neufs qui étaient là et j'ai pu prendre un petit peu. Ouais. Je pense que le Conseil général, ils vont donner quand même un petit subvention parce qu'ils sont passés hier à la maison. Donc ça, c'est déjà pas mal. La journée n'aura pas été de tout calme. Plusieurs témoins ont affirmé voir des personnes en situation irrégulière venir se servir sans y être invités. Une situation qu'une partie de la population d'Akwa a du mal à accepter. Les sinistrés, c'est tous les gens qui habitent en bas. Mais je vois, ils sont en train d'amener les paquets vers là-haut. Les gens, ils sont en train de sécher les matelas. Ils ont tout perdu, ces gens-là. Et on donne des aides à d'autres personnes. En fait, le CCS, ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne me plaît pas du tout. Parce que c'est pour les sinistrés, mais pas pour les gens qui sont en situation irrégulière. Ce que je réclame, c'est que tous les dons, ils soient aux Mahorais d'Akwa, mais pas pour ces gens-là. Le maire d'Akwa était de passage lors de la journée et il a souhaité calmer le jeu. Il affirme qu'il n'a jamais été question de distribuer les dons aux étrangers. En ce qui concerne les dons, nous avons donné comme directive de donner les dons à ceux qui sont sinistrés. S'il y a des personnes qui ne sont pas sinistrées, qu'ils soient d'ici ou en situation irrégulière, ces personnes ne sont pas concernées par les dons ici.
Hanafi Marib semble se dédouaner de toute responsabilité autour de cette polémique. Il aura ajouté que s'il reste des dons, ils seront conservés au CCAS ou envoyés à des organismes caritatifs. Une nouvelle polémique dont la municipalité se serait bien passée et qui risque bien de faire du bruit sur l'île au parfum. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous de lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Coésie.